L'histoire de Glasgow à 3, ça correspond à un patient qui est mort. J'ai dit, bon, ce patient, il faut qu'on l'opère rapidement. C'est un jeune, il faut qu'on lui donne sa chance. Et je suis venu voir notre responsable à l'époque. Je lui ai dit, ah, j'ai un jeune homme de 21 ans qui a un hématome sous-dural qui est Glasgow 3. Il m'a dit, bon, c'est pas sûr qu'on va gagner quelque chose, mais bon, si tu es motivé, vas-y. Et je suis allé opérer ce patient. C'était un vendredi après-midi, autour de 17h, que j'ai opéré le patient. Et le samedi matin, quand je suis revenu, le patient était assis dans son lit en train de boire la bouillie. Il faut dire que quand vous êtes neurochirurgien et que vous opérez des malades, permanemment vous avez le poids de la prise en charge, mais vous avez aussi des patients que vous opérez et qui vous donnent envie de continuer. Moi, je me souviens de mes débuts dans les services de neurochirurgie en 2013, lorsque des passages aux urgences et traumatologiques, j'ai rencontré un jeune homme de 21 ans qui était dans le coma. Vous savez, quand un patient est dans le coma, on fait une évaluation d'un score qu'on appelle le score de Glasgow. Et ce patient, il avait un score de Glasgow à 3. Le score de Glasgow à 3, ça correspond à un patient qui est mort. Mais c'est un patient qui respirait encore et qui avait au niveau des yeux là, ce qu'on appelle la pupille qui était très dilatée, ce qui veut dire qu'il avait un engagement. Et donc j'ai aperçu ce patient dans le couloir, sur un brancard. Je ne sais pas ce qu'il m'a fait, mais je me suis arrêté, j'ai évalué le patient, j'ai vu qu'il était Glasgow 3. J'ai demandé à voir, est-ce que ce patient a fait un scanner? Il m'a dit oui. Je prends le scanner, je regarde, il avait ce qu'on appelle un hématome sous-dural chronique. C'est un saignement qu'il y a au niveau de la boîte crânienne, qui appuie beaucoup sur le cerveau et qui peut entraîner la mort, surtout chez les sujets jeunes, quand ce n'est pas opéré rapidement. Ce patient, je partais pour me reposer dans les bâtiments de l'intérieur des hôpitaux. J'ai dit, bon, ce patient, il faut qu'on l'opère rapidement, c'est un jeune, il faut qu'on lui donne sa chance. Et je suis venu voir notre responsable à l'époque, le professeur Zabsonlé. Je lui ai dit, ah, j'ai un jeune homme de 21 ans qui a un hématome sous-dural qui est Glasgow 3. Il m'a dit, bon, c'est pas sûr qu'on va gagner quelque chose, mais bon, si tu es motivé, vas-y. Et je suis allé opérer ce patient, c'était un vendredi après-midi, autour de 17h que j'ai opéré le patient. Et le samedi matin, quand je suis revenu, le patient était assis dans son lit en train de boire la bouillie. Donc ça, c'est des choses qui vous marquent énormément quand vous êtes jeune médecin et que vous voyez ces situations-là. Vous vous rendez compte que vous pouvez être utile. Et en dehors de ces patients, je me souviens d'un jeune enfant qui avait une tumeur au niveau du cerveau et qui était presque devenu aveugle. Et que j'ai opéré, et il a retrouvé la vue. Et il est venu en contrôle un jour, et en quittant le bureau, il s'est arrêté et il a dit à sa grand-mère que de remercier le docteur pour lui. Donc c'est des choses, quand vous les vivez, ça vous marque énormément et ça vous transforme sur le plan humain. Donc c'est aussi ça la neurochirurgie, d'avoir des patients aussi particuliers et pour lesquels on se sent utile. Les cas les plus complexes, ce sont des patients qui sont au bord de la tombe, qui sont presque en train de mourir et pour lesquels souvent il s'agit de faire un petit geste et puis on arrive à les récupérer. Ou ce sont des patients qui ont perdu l'usage des membres, soit des mains ou des pieds, pour lesquels vous faites une intervention chirurgicale sur la moelle épinière. Et puis ces patients, un matin, vous les retrouvez en train de marcher pour venir vous saluer. Et là encore, j'ai l'histoire d'une jeune dame de la trentaine que j'ai opérée, qui était paralysée des 4 membres. C'est une dame qui était mère des familles, qui avait 3 enfants. Et donc, que je vois avec une hernie discale au niveau du cou, donc qui comprimait la moelle épinière et qui l'avait paralysée. Cette dame avait déjà été opérée une fois, ça ne s'est pas bien passé. Et donc, bon, j'étais là, j'avais pris en charge, en fait, je vais dire quoi, les patrons de sa belle-sœur. C'est-à-dire que la petite sœur à son mari avait son patron qui était malade, que j'avais pris en charge. Donc, quand son patron est venu me voir, il m'a dit, ah, son employé lui a parlé de sa belle-sœur qui a un problème de nerfs. Et lui a dit de venir me voir, que c'est possible qu'on puisse faire quelque chose. Et donc, cette dame, quand j'ai reçu la famille, je leur ai expliqué, bon, on va opérer, mais on ne garantit pas qu'elle va récupérer, parce que c'est déjà un peu tard, et puis les signes sont très avancés. Mais on va quand même essayer pour voir, comme elle est jeune, peut-être qu'elle a des chances. Et cette dame, je l'ai opérée, et au bout d'1 mois, je la vois en train de venir, et elle marche. Je dis, mais comment ça s'est passé? Et donc, ça m'a marqué. Et un jour, la dame m'a dit, en consultation, elle m'a dit, docteur Sanou, est-ce que vous savez que vous avez sauvé beaucoup de vies? Moi, je suis marié, j'ai 3 enfants. Imaginez-vous si j'étais resté paralysé. Qu'allaient devenir mes 3 enfants? Je suis la fille unique de ma maman et j'ai fait du commerce pour aider ma maman. Imaginez-vous si j'étais resté paralysé. Qu'est-ce que cela allait faire à ma maman? Donc, c'est des situations comme ça que vous vivez au quotidien en tant que neurochirurgien et qui continuent à vous motiver à faire le travail que vous faites. Il faut dire qu'il y a énormément de maladies que les gens ne savent pas qu'elles existent, mais qui existent pour lesquelles on peut faire des prises en charge et puis accorder des chances de survie aux patients. Il y a les tumeurs du cerveau. Les gens ne savent pas que le cerveau,
il y a les tumeurs du cerveau qu'on peut opérer. Il y a la tuberculose de la colonne vertébrale qui peut entraîner des paralysies, que les gens ne savent pas aussi. La tuberculose, ce n'est pas seulement au niveau des poumons. On peut avoir une tuberculose qui va se localiser au niveau des os et qui va se développer, qui va entraîner des déformations au niveau des os. Ces déformations peuvent entraîner une compression au niveau de la moelle épinière et puis entraîner une paralysie. Et donc, c'est des choses qu'on peut opérer. En dehors de ça, il y a aussi les malformations des vaisseaux au niveau du cerveau. Soit ça peut être une connexion entre une artère et une veine qui peut à un moment donné saigner et quand on va aller opérer, ou ça peut être une artère même qui va se déformer et un sac qui va apparaître sur une artère. Ce sac-là est très fragile et avec les variations de pression et au niveau des artères, ça peut faire saigner dans le cerveau. Et c'est des pathologies aussi pour lesquelles on peut faire une intervention chirurgicale et puis les patients à la vie sauve.